À toi, Vincent. Donc, mesdames, messieurs, oserais-je, chers camarades, tout d'abord, merci de l'invitation. Merci de laisser la parole au méchant délégué syndical central adjoint de la CGT RATP et donc très méchant syndicaliste qui sûrement demain perturbera votre déplacement en raison d'un préavis de grève dans le cadre des NAO. Alors, comme Julien et Garel, Raquel l'ont dit, pardon, parler du 49.3 sans parler du formidable mouvement de contestation que nous avons vécu est impossible. Et donc ce mouvement confirme tout d'abord à quel point la question des retraites est mobilisatrice. Ce n'est pas pour rien que c'est sur cette question que le mouvement syndical a vécu les mobilisations les plus massives en 1995 pour les plus anciens, mais évidemment celles de 2003, 2010 ou encore 2019. Il s'agit d'un sujet naturellement interprofessionnel qui fédère, quel que soit leur secteur, les catégories socio-professionnelles, les statuts ou encore les générations. La question des retraites cristallise des sujets plus larges, tels que bien évidemment les questions de conditions de travail et de vie au travail, les questions de pénibilité, d'égalité et notamment d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, du sens du travail, ainsi que de l'utilisation des richesses que nous créons. Cette mobilisation portait donc aussi le nécessaire dépassement en raison de son absurdité du capitalisme financiarisé. Les arguments déployés par les militants et les militantes de la CGT ont contribué à gagner la bataille de l'opinion et par conséquent d'amplifier le soutien populaire tout au long du conflit. Il ne serait pas honnête de ma part de ne pas évoquer bien évidemment la force issue de l'unité syndicale tout au long de la mobilisation et qui a contribué là encore à amplifier le soutien populaire et les rangs des manifestations. Enfin, la force de la mobilisation est liée aux nombreuses et importantes actions, que cela soit dans les villes moyennes ou les toutes petites villes, permises notamment grâce à notre réseau d'union locale. Hélas, nous ne pouvons que constater que cette belle et longue mobilisation porteuse d'un projet alternatif n'a pas fait le poids face aux dérives de la présidentialisation intrinsèque à la Ve République et renforcée non seulement par l'instauration du quinquennat et l'inversion du calendrier électoral depuis 2002. À cela, nous ne pouvons pas ignorer les conséquences de la professionnalisation de la politique. Et je le dis d'autant plus facilement que le mouvement syndical est en train de subir la même chose. Et donc l'exercice d'un mandat politique n'est plus considéré comme une fonction militante dans laquelle on s'engage pour porter ses idéaux et agir pour l'intérêt collectif. Non, aujourd'hui l'exercice d'un mandat est un job, un boulot que l'on intégrera dans son CV et dont on espère tirer profit à des fins personnelles. Changer de régime politique sans changer de modèle économique ne renforcera pas la démocratie, bien au contraire. La définanciarisation de notre économie passe irrémédiablement par la définanciarisation des entreprises. En effet, ce choix de gérer l'entreprise, qu'elle soit privée, publique, ou même qu'il s'agisse des administrations, en fonction d'un seul critère, la rentabilité financière, met en danger le devenir de ces dernières et de notre société. Ce choix de gestion capte les richesses créées au détriment de l'investissement, empêchant la modernisation de notre appareil productif et des salaires, provoquant ainsi une contraction de la consommation et de la demande intérieure. L'assèchement des ressources fiscales, lié aux stratégies de contournement de l'impôt des plus riches et à la baisse des revenus des autres, asphyxie les services publics. C'est un cercle vicieux qui est créé. Parmi les mesures à prendre, il convient de pallier l'absence de définition légale de l'entreprise et de reconnaître notamment que l'entreprise représente une communauté de travail engagée et renforcer les droits des salariés à intervenir sur les choix de gestion quotidiens de l'entreprise. Il est nécessaire de rétablir le principe de faveur dans son intégralité et l'intégrer dans la liste des principes fondamentaux énoncés dans le préambule de la Constitution de 1946. Cela afin de garantir le respect de la hiérarchie des normes entre les niveaux de négociation. Supprimer les possibilités de négociation d'accords collectifs dérogatoires en deçà des droits individuels et collectifs des salariés prévus par une norme hiérarchiquement supérieure. Parce que la citoyenneté ne s'arrête pas aux portes des entreprises, il est nécessaire d'assurer un véritable droit à la représentation collective. Nous portons le retour de représentants du personnel de proximité avec des élections des délégués du personnel tous les 2 ans lors d'un scrutin à l'urne.
Les comités d'entreprise ou interentreprises doivent se voir dotés de véritables droits d'information et d'intervention. Comment ne pas évoquer ici la nécessaire création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargis aux compétences de l'environnement, sous l'acronyme CHSCTE. Les représentants du personnel doivent être dotés de droits et de moyens en adéquation à ces attributions renforcées. Cela passe aussi par l'abrogation de la loi Sapin II et de la directive européenne sur le secret des affaires. À titre d'exemple, savez-vous que les administrateurs du conseil d'administration de la RATP, et parmi eux les administrateurs salariés, sont amenés à se positionner sur le contrat qui lie l'entreprise à son autorité organisatrice? Petite note, le contrat, c'est ce qui définit l'offre de transport que vous avez et c'est ce qui définit aussi les conditions de rémunération de l'entreprise publique. Eh bien, ce positionnement se base sur un document dont de nombreuses pages sont blanches ou caviardées au nom du secret des affaires. Les négociations collectives doivent sortir de l'obligation de moyens pour devenir une obligation de résultat, avec l'impossibilité pour les directions d'entreprise de recourir au relevé de décisions unilatérales. Il est aussi nécessaire de protéger, y compris, hélas, de certains élus de gauche, les bourses du travail, qu'elles soient locales ou départementales, afin d'assurer non seulement un travail au plus près des salariés, mais aussi de permettre à ces dernières et ces derniers d'être le plus facilement en contact avec les organisations syndicales. À quoi bon toutes ces mesures si l'action syndicale perdure à être criminalisée? Sachez qu'à ce jour, plus de 1000 syndicalistes sont poursuivis par la justice pour activité syndicale. Bon nombre sont des militantes et des militants de la CGT, certaines et certains en sont même parmi les premiers dirigeants, à qui il est ou elle est reproché d'avoir organisé une manifestation, un rassemblement devant une permanence parlementaire, voire bien de choses beaucoup moins importantes. Enfin, parce que les décisions ayant un impact direct sur les salariés, leurs conditions de travail et de vie au travail, le sens de leur travail, se prennent aussi en dehors de l'entreprise. Il est nécessaire d'assurer la représentation des organisations syndicales dans de décision. Cela est d'autant justifié, voyez-vous, que le patronat arrive, lui, à s'y faire intégrer très facilement. Ainsi, prenons par exemple la loi du 27 décembre 2003 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. En plus d'échelonner le calendrier initial de la mise en œuvre de cette dernière, les parlementaires ont fait un petit cadeau au patronat à la veille de Noël. L'article 8 permet aux organisations représentatives des employeurs de rejoindre la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice. Le motif, les employeurs contribuent au financement des transports via le versement mobilité. Alors, vous me demanderez, qu'en est-il des organisations syndicales? Ce n'est pas parce que nous sommes entre camarades qu'il faut être vulgaire. La CGT a l'audace de penser que, forte de l'expérience des travailleuses et travailleurs qui vivent le travail et produisent les richesses, elle est à même de porter des propositions au plus près des réalités du travail et dans le sens de l'intérêt général. C'est ce que j'ai essayé de vous résumer à travers ces quelques mots. Je vous remercie de votre attention.